Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des questions, ça me fera très plaisir. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir accueilli Charlotte de Fertility Yoga qui nous raconte son parcours avec le yoga, mais aussi tellement de choses enrichissantes sur la femme, sur la fertilité, la fécondation. Vous allez voir, c'est hyper enrichissant. Bonne écoute. Hello Charlotte, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec le yoga et tout ce que tu as mis en place depuis. Bonjour Alexandre. Alors du coup, ma première question que je pose un petit peu à tout le monde, c'est comment est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois? Alors, la toute première fois que j'ai pratiqué du yoga, c'était il y a maintenant 14 ans. C'était pas du tout un yoga de la fertilité comme je l'enseigne aujourd'hui. J'ai toujours eu une activité physique et sportive assez dynamique. Et quand je suis partie vivre à Singapour, j'ai découvert un pays avec un taux d'humidité très 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 élevé et beaucoup de pluie où il n'est pas toujours aisé d'aller faire son jogging. Et puis après, j'ai découvert des années plus tard que de toute façon, le jogging, c'était pas très bon pour la fertilité. Et j'avais une roommate, une colocataire qui était canadienne et qui, elle, pratiquait du yoga quotidiennement dans notre salon. Et puis, au bout d'un moment, je me suis laissée convertir. Et puis ensuite, je suis allée explorer les différents types de yoga qui existent. D'accord. Et donc du coup, qu'est-ce que tu faisais à la base à ce moment-là comme métier, études Alors, il y a 12 ans, quand j'étais... 14 ans maintenant. 14 ans, quand j'étais à Singapour, en fait, je finissais mes études de droit. D'accord. J'étais en avant-dernière étude. Je faisais un master de droit international, qui était un double master entre l'université de Singapour et l'université de New York. Je suis avocate de formation. Mhm. Et donc, oui, j'ai pas toujours enseigné le yoga. Et donc, c'était un passage en Asie avant de partir aux États-Unis, où j'ai aussi à New York beaucoup pratiqué différents types de yoga, plutôt dynamiques dans les premiers temps. D'accord. Et donc du coup, tu es partie aussi dans le cadre de tes études ou de ton travail aux États-Unis. Comment ça s'est passé? Oui, moi c'était donc je suis partie à New York pour la suite de mes études, la suite de ce cursus qui était d'abord en Asie et ensuite aux États-Unis. Et à New York, les yogas qui se pratiquaient à l'époque étaient aussi très dynamiques, mais pas les studios encore très tendance comme on les connaît aujourd'hui, qui démocratisent le yoga, mais qui restent néanmoins très commerciaux, de plus en plus visuellement plaisants pour les yeux, avec voilà, une belle scénographie, Mhm. des jolis fonds. C'était beaucoup plus simple à l'époque, c'était il y a 14 ans. Ok, super. Et donc du coup, tu as intensifié ta pratique là-bas, mais tu n'avais pas encore pour vocation, enfin pour envie d'enseigner. Tu voulais juste, enfin c'était juste pour toi et tu continuais voilà dans ton métier d'avocate. Enfin, tu terminais tes études pour à la fin, tu avais encore envie d'être avocate, etc. Alors tout à fait, j'ai pas du tout eu envie d'enseigner le yoga, ça n'a pas été une telle révélation au moment où j'ai pratiqué mes premiers cours, les premières années. C'était plus une forme d'équilibre pour moi. Je pense que c'est plus ce que le yoga représente pour la majeure partie des gens. C'est une forme d'équilibre entre la vie quotidienne, dont le rythme est souvent soutenu, venir se créer une bulle de bien-être, comme un reflux, comme un refuge, un repli sur soi, un moment rien qu'à soi. Et moi, ça me faisait trouver l'équilibre entre mon quotidien donc d'avocate, puis de juriste dans des grandes directions juridiques. Donc, je fais les deux plus grosses sociétés du CAC 40. Je voyageais beaucoup et c'était mon équilibre en fait. C'était pour calmer le rythme entre mon sport un peu intense et mon yoga. C'était d'un côté une pratique qui est très en intensité musculaire et de l'autre qui allait bien me détendre justement musculairement. Ok, et puis aussi mentalement finalement avec ce travail qui était assez prenant pour toi, à la fois physiquement et émotionnellement, j'imagine. Oui, alors dans un premier temps, j'ai pratiqué un yoga qui était assez dynamique, un peu comme tout le monde, parce que c'est l'offre qui majoritairement est faite. C'était du vinyasa, donc le vinyasa, il a moins cette dimension spirituelle. C'est pas
pas autant méditatif. Oui, ça vient décharger le mental, mais j'avais ma pratique sportive qui y contribuait également. C'est pas ce que j'allais chercher dans le yoga, moi, initialement. J'allais vraiment chercher un équilibre avec l'activité physique, peut-être un tout petit peu trop intense que j'avais, et un cours plus restauratif et plus de récupération musculaire. D'accord, OK. C'est super intéressant et du coup, comment tu as eu cette démarche après, voilà, de te dire: «Bah, en fait, j'ai envie d'aller plus loin avec le yoga que juste prendre des cours pour moi et enfin voilà, l'allier à ma pratique sportive intensive»? Alors, j'ai pas enseigné tout de suite du yoga de la fertilité. En fait, si on google mon histoire, comment j'en suis arrivée à aujourd'hui enseigner dans énormément de centres de PMA en France et à l'étranger. J'étais à Barcelone le mois dernier, on enseigne à Londres à partir de septembre. Donc, j'ai toute une équipe derrière moi qui s'occupe du suivi de ces nouveaux projets, mais j'ai pas tout de suite pensé yoga de la fertilité quand je suis passée d'une pratique qui était complémentaire à mon activité physique à aujourd'hui ce que je fais dans ma vie. En fait, mon histoire, c'est que j'ai fait des fécondations in vitro les unes à la suite des autres qui ont été que des cuisants échecs les uns après les autres et jusqu'à un épisode assez dramatique d'hémorragie interne où j'ai Mmh. dû être hospitalisée, une hémorragie des ovaires. Et donc là, on s'est rendu compte que mon corps réagissait vraiment très mal aux traitements hormonaux. J'ai un dérèglement hormonal qui touche une femme sur deux à une femme sur cinq selon les pays, qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, contrairement à ce que son nom laisse penser, ce ne sont pas des kystes, c'est un dérèglement hormonal qui fait que les cycles d'ovulation ne se font pas correctement. D'accord. C'est pas une maladie, c'est un dérèglement hormonal. Donc il y a des faisceaux d'indices et on n'a pas toutes les faisceaux de mêmes symptômes d'une femme à l'autre. Un des premiers symptômes, c'est des cycles très irréguliers, des cycles féminins qui sont longs, qui vont au-delà de 35, au-delà de 40 jours. Chez certaines, il va y avoir une surcharge pondérale. Chez d'autres, il va y avoir une tendance à avoir la peau à imperfection, plutôt acnéique, de l'hirsutisme, différentes choses qui laissent penser qu'il y a un dérèglement hormonal et que ça vient impacter les cycles féminins. Et moi, on m'avait diagnostiqué ce dérèglement hormonal. J'ai essayé de faire des FIV pour tomber enceinte, des fécondations in vitro qui n'ont pas fonctionné. Et après ces cuisants échecs et très douloureux, tant psychologiquement que physiquement, euh, le type de douleur physique et psychologique sur lesquelles 3 cours de yoga à Hatha ne suffiraient pas euh, pour se Oui. remettre, Mmh. je me suis posé la question de comment je voulais vivre ces traitements la prochaine fois, si je devais recommencer, si j'avais le courage de recommencer, qu'est-ce que je pourrais faire de plus naturel pour aider mon corps à finalement répondre à ces traitements auxquels les réponses étaient assez décevantes me concernant, les stimulations ne fonctionnaient pas. Et donc j'ai fait des recherches sur Internet de ce qu'était la façon dont les FIV étaient faites à l'étranger et comment était traité mon dérèglement hormonal à l'étranger, le syndrome des ovaires polykystiques. Ça s'appelle PCOS, Mmh. PCOS en anglais. Euh, et donc ça, c'est son acronyme anglais. J'ai cherché sur Internet ce qu'on pouvait trouver, parce que moi, c'était quand même il y a euh, 7 ans maintenant. Et il y a 7 ans, la presse, même la presse féminine digitale, était assez pauvre. Et il existait 3 pauvres articles sur Internet, dont un, donc je ne dirais pas quel média féminin, parce qu'aujourd'hui, ils écrivent beaucoup d'articles très gentils sur moi. Ils se soucient vraiment, ils se saisissent du sujet. Et preuve en est, c'est qu'à l'époque, ils étaient déjà les seuls, mais un grand magazine féminin qui disait: vous allez très bien le vivre, tout va très bien, c'est pas un dérèglement hormonal si grave que ça. Et donc il n'y avait pas cet intérêt comme on a aujourd'hui, ce momentum pour toutes les problématiques féminines. On parle beaucoup plus librement de dérèglement hormonal, de règles douloureuses, d'endométriose, qui est une maladie qui est bien plus compliquée que juste des règles douloureuses. Et donc tout ça n'existait pas, donc je me suis tournée vers les États-Unis pour essayer de comprendre ce qui était fait là-bas, et j'ai découvert que il existait une psychologue à Boston qui s'appelle Alice Domar, qui depuis des années disait que le mental, ou du moins le stress qui impactait le mental, aurait des conséquences directes sur la fertilité. Moi, je pensais D'accord. que j'étais pas du tout stressée comme personne. J'avais un job stressant, mais je pensais que tout ce que j'avais mis en place, c'est-à-dire
mes 20 kilomètres de jogging par semaine, plus ma séance de yoga restauratif, ça suffisait à, à pallier et à Mmh. équilibrer au stress de mon boulot, alors qu'en réalité, il existe d'autres types de stress, et ça, je l'ai appris en me formant au fertility yoga, c'est que le sport de haute intensité est un stress pour le corps. Et la haute intensité, c'est moins que ce qu'on pense. Donc depuis, je suis toutes les études scientifiques sur à quel point le moindre petit effort physique et l'augmentation du rythme cardiaque peut en fait susciter un dérèglement hormonal. Donc voilà, je suis vraiment pas passée de je pratique le yoga une fois par semaine à j'enseigne le yoga de la fertilité. Ça a été un long cheminement sur des épreuves personnelles très douloureuses. Eh bien, merci Charlotte pour cette belle explication parce que c'est important, je pense qu'on ait aussi le contexte de comment tout ça est arrivé et comment tu as pu vivre cette période et aussi enfin, voilà, comment ça se passe quand on fait ce genre d'opération, enfin pas d'opération, mais enfin, qu'on a ce genre de parcours et comment ça se passe aussi à l'étranger. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer la démarche par la suite? Donc tu as dû rencontrer le fertility yoga à ce moment-là, après avoir fait plein de recherches et du coup avoir envie d'aller plus loin avec le yoga. Oui, alors en fait, j'ai surtout découvert au passage que le sport de haute intensité était délétère pour l'équilibre hormonal féminin. Et je continue de le découvrir en lisant des études qui sont toujours des études étrangères. Il n'y en a absolument aucune en France. Donc, il faut lire des dizaines et des dizaines, parfois des centaines de pages en anglais et qui concluent toutes qu'à partir du moment où on atteint, quand on est une femme, plus de 60% de notre fréquence cardiaque maximale, donc ça veut dire en fait qu'on a tout un moment où le cœur s'emballe trop, et quand on atteint 60% de cette capacité, plus de 2 heures par semaine, donc quand on fait plus de 2 heures de sport avec un cardio qui pousse, parce que tous les cours n'ont pas le même objectif, certains cours c'est juste du renforcement musculaire et votre rythme cardiaque va quasiment pas accélérer, alors que d'autres cours ont vraiment un but de cardio, et donc de faire que votre rythme cardiaque augmente. Quand votre rythme cardiaque augmente de 60% de ses capacités, il a été prouvé que chez la femme, cela correspond à 50% de risque de déséquilibre hormonal. D'accord. Moi qui faisais énormément de jogging, évidemment, et sur des longues distances, minimum 10 km, j'aimais beaucoup la distance 20-22 km. Donc là, je me rends compte que déjà tout ce que je fais, 22 km pour moi, ça durait un petit peu moins de 2 heures, ça durait 1h50. Ah oui, tu avais un très bon niveau de course à pied. Et donc du coup, bah, je me rends compte que en fait, là, il va falloir que j'arrête très très vite, parce que très clairement, j'avais déjà un dérèglement hormonal avant, et qu'il ne peut que être exacerbé par ce que j'impose à mon corps. Et donc j'ai lu des dizaines et des dizaines d'études scientifiques à ce sujet-là, qui expliquent qu'en fait, le corps considère le sport de haute intensité comme un stress, au même titre qu'une situation stressante, une situation familiale stressante, au même titre qu'une situation professionnelle stressante. Voilà, votre boss est un tocard, c'est vraiment pas ce que vous avez envie de vivre au quotidien. Et ben en fait, le sport peut également être un stress. Et le corps se dit, eh ben, on est en zone de stress. Concrètement, le corps, il n'a pas beaucoup évolué en 2000 ans. Et donc, c'est pas au moment où vous faites courser par un mammouth que lui, il va enclencher un processus de reproduction. Et donc, pour faire simple, il arrête les hormones de reproduction. Alors ça, c'est vraiment simplifié au possible. Et donc, je me rends compte que moi, ma pratique, elle n'est pas du tout faite pour l'équilibre hormonal. Et avant même de me dire que je vais devenir prof de fertility yoga, je me dis que surtout, je veux connaître cette pratique qui, évidemment, n'existe pas en France. Bon, ça, c'est pas le genre de choses qui m'arrête, parce que j'ai fait mes études en Asie, aux États-Unis, puis j'ai travaillé au Qatar. Donc, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je trouverai une façon d'aller découvrir cette méthode. Mais je fais mes recherches dessus, je me rends compte que le yoga de la fertilité, fertility yoga, c'est une base de hatha. Il existe un autre yoga qui s'appelle le yoga hormonal, qui a été inventé par une brésilienne qui a mélangé hatha et kundalini, mais qui est plus pour les femmes en préménopause. Alors moi, ce qui est plutôt l'inverse, hein, moi, mon corps n'a jamais fonctionné, il n'a pas arrêté parce que je suis plus à un âge de reproduction, c'est qu'il s'est jamais vraiment enclenché. OK. Donc il ne produit pas. Donc je démêle en fait, si tu veux, cette pelote de laine de tous les
cours de yoga qui peuvent exister pour l'équilibre hormonal, et ils sont nombreux, avec des spécificités différentes selon les pathologies. Le yoga des hormones de Dina Rodriguez, la brésilienne, est totalement interdit en cas d'endométriose. Donc je comprends bien qu'en fait, donc je découvre tout ce monde et je me dis, c'est évidemment, toutes les femmes n'ont pas la même pathologie que moi, donc j'ai aussi besoin de comprendre ce qui se passe chez les autres pour savoir comment faire quelque chose qui est bien dans mon cas, parce que moi j'ai ce profil-là, c'est que je suis je suis très cartésienne et j'ai besoin de comprendre les choses, comprendre comment ça fonctionne avant de foncer tête baissée et de faire. J'ai besoin d'être, tu sais, le yoga, ça a quand même une petite, ça a une dimension un peu spirituelle, donc Mmh. j'avais besoin d'être rassurée sur le fait que c'était pas ésotérique. Et donc, Alice Demar, la psychologue qui a fait cette étude, l'a faite dans des conditions qui sont absolument pas ésotériques, parce qu'elle a mené une étude avec l'université d'Harvard, avec la fac Mmh. de médecine d'Harvard. Donc, plus sérieux, je pense qu'on peut pas faire. Et, euh, et donc, la conclusion de cette étude, c'est que les femmes dont les fécondations in vitro sont accompagnées de 3 mois de fertility yoga en amont du traitement de FIV, du traitement de fécondation in vitro, vont avoir un taux de succès qui donc, vont tomber enceintes dans une proportion qui est normalement, le pourcentage, c'est 20 à 25% de grossesse après une fécondation in vitro, alors que elle, dans son groupe d'études, il y a 55% de grossesse. D'accord. Donc c'est énorme, hein, ça Mmh. on a fait quasiment x3 en passant de 20% à quasiment 60%. Euh, donc je me dis, bon, c'est quand même impressionnant, il faut aller comprendre. Donc ça nécessite de comprendre ce qu'est le cycle féminin. Moi, j'étais assez dissociée comme personne. Je me disais que le cycle, c'était le cycle, quoi. J'avais pas besoin de comprendre tout le détail de chacune des hormones dans mon corps avant. Et en fait, je me rends compte que ces yogas-là sont différenciés, plus dynamiques en première partie de cycle, plus douces en seconde partie de cycle. Donc je me dis pas que je vais aller m'y former, j'essaye de comprendre les enseignements, j'essaye de comprendre sur quoi c'est basé pour essayer de changer mon mode de vie. Ça, c'est ce que j'ai fait dans un premier temps après ces épreuves-là. Essayer de comprendre, en tout cas, enfin, voilà, dans ce côté bon petit soldat cartésienne, qu'est-ce que j'avais pas bien fait et qu'est-ce que je pourrais mieux faire. Mmh. Et, euh, et puis, de fil en aiguille, après, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la pratique et au fur et à mesure des années, à vouloir aller m'y former. Mais ce n'était pas ma démarche initiale. Ma démarche, c'était vraiment de comprendre ce que je pouvais faire pour mes cycles hormonaux. Oui, et mieux comprendre ces cycles-là et travailler, avec pour, justement, toi, te «guérir» entre guillemets grâce à cette pratique, si j'ai bien compris. Alors, c'est comme le syndrome des ovaires polykystiques, c'est pas une maladie, c'est un dérèglement. En fait, c'est le propre d'une maladie, c'est qu'il y a des symptômes et un traitement. Enfin, pour la plupart des maladies, il n'existe absolument pas de traitement guérisseur Mmh. de ce dérèglement hormonal. Moi, je l'ai à vie. Des études récentes de l'INSERM ont prouvé que, en fait, c'est un dérèglement hormonal qu'on transmet de mère en fille, parce D'accord. que le cerveau va se développer, le cerveau d'une petite fille va se développer in utero chez une femme qui a elle-même son dérèglement hormonal, même enceinte. Et, et donc, j'avais pas la prétention de penser que enfin, je pensais pas que ce yoga me guérirait, mais qu'en tout cas, il pourrait aider à mieux vivre les prochains traitements si je devais recommencer les FIV. D'accord, et du coup, c'est ce qui s'est passé? Est-ce que tu as essayé enfin, tu as recommencé après avoir, essayé cette pratique? Non, alors en fait, j'ai pas essayé cette pratique parce qu'il n'existait pas d'enseignants en France et je suis pas allée prendre des cours aux US du yoga D'accord. de la fertilité parce que les systèmes de santé sont très différents et j'allais pas faire ma FIV aux États-Unis. Et aux États-Unis, le yoga de la fertilité n'est pas enseigné que quelques cours comme ça, un le mardi, un le jeudi, Oui. au hasard des semaines. En fait, c'est des programmes qui sont enseignés au sein des cliniques dans lesquelles tu fais tes FIV. Et en France, le système de santé fonctionne pas du tout de la même façon. On a son médecin d'un côté, on a un laboratoire biologiste de l'autre, et puis enfin, on a un lieu qui est la clinique ou l'hôpital dans lequel on fait des FIV, mais tout est éparpillé. Alors qu'aux US, tout est dans un seul lieu, au même endroit, dans le même bâtiment, qui vous propose des cours de yoga de la fertilité. Donc j'aurais pas pu, même si j'avais voulu aller y participer, parce que je ne faisais pas partie des patientes de cette clinique. Donc je me suis pas initiée à la pratique du yoga de la fertilité. J'ai essayé d'abord de comprendre les enseignements, et puis après je suis allée passer un 200 heures. Il faut aussi savoir que le yoga de la fertilité, c'est pas une formation initiale, donc il faut déjà avoir été prof, il faut déjà avoir enseigné
pour pouvoir prétendre candidater au cursus de formation. Donc, il n'existe qu'une seule prof au monde qui propose un teacher training en présentiel de yoga de la fertilité, euh, cursus qui soit en plus validé par Yoga Alliance pour avoir un petit peu de sérieux et, euh, et de fond. Et elle est à Seattle. Donc ça fait un petit peu D'accord. loin de Paris. Mmh. Donc, je ne l'ai pas testé en tant que tel. Je me suis renseignée sur la pratique et puis une fois que j'avais mon diplôme de prof, j'ai enseigné à des élèves, toujours des femmes dans le profil trentenaire, quarantenaire, qui avaient souvent soit des désirs de maternité, soit des déséquilibres hormonaux, beaucoup d'élèves avec de l'endométriose. Et, euh, Mmh. et ensuite, j'ai complété ma formation, mais je ne l'avais pas testé avant. D'accord, et du coup, tu t'es formée aux 200 heures, avec qui et du coup, en quelle année? Alors, je me suis formée avec un prof qui est à la retraite depuis en 2015. Donc, j'étais repartie vivre quelques mois en Asie et ensuite, je suis allée faire mon 200 heures en Thaïlande. Et, Mmh. et après mon 200 heures, je les ai enchaînées entre le yoga des hormones de Dina Rodriguez, le Kundalini avec Gurmukh et plusieurs formations évidemment de Gasquet, que ce soit périnée pour bien comprendre le tissu qui fait partie du bassin et les viscères du petit bassin, le prénatal de Gasquet, le prénatal de Gurmukh et ensuite le fertility yoga. D'accord, et du coup, le fertility yoga, tu as décidé d'aller, à Seattle? Ouais, ouais. D'accord, et donc ça, c'était en quelle année? Désolée, j'essaye Alors de c'est en remettre des dates. différents, pardon, c'est en différents niveaux le fertility yoga. Il y a un niveau 1 et un niveau 2. Le niveau 1, il est plus sur l'équilibre hormonal. Mmh. Et donc, je l'avais fait alors laisse-moi réfléchir quelle année j'étais enceinte. Donc, j'ai fait mon niveau 2 en 2019 alors que j'étais enceinte et donc j'avais fait le niveau 1 l'année précédente en 2018. D'accord, et donc voilà, pendant toute cette période-là, bien sûr, tu enseignais et tu avais, décidé de quitter ton métier d'avocat, parce que j'essaye de faire le rapprochement aussi un petit peu Oui, avec ce oui, je parcours-là. l'avais quitté, tout à fait, tout à fait. Je l'avais quitté en 2016, fin Mmh. 2016, début 2017, et j'enseignais pas à temps plein. Je Mmh. m'étais pas encore lancée pour enseigner à temps plein, mais tu sais, comme, euh, comme je viens d'un profil de grosse entreprise et que je voyais le modèle économique des profs qui courent à Paris, en tout cas, Oui. qui n'ont pas qui n'ont pas beaucoup de clientèle personnelle et qui courent les studios les heures après les heures. Je savais que c'était pas pour moi de courir après les studios, d'autant qu'il faut se replacer. Donc 2016, mon teacher training, c'était il y a bientôt plus de 5 ans maintenant, et il y a 5 ans, on n'était absolument pas dans ce momentum du féminin sacré, de l'équilibre hormonal, les langues, c'était absolument pas délié sur les règles, le système endocrinien, tout ça pour la femme, on n'en parlait pas. Donc moi qui avais mon obsession de pratiquer d'une certaine façon et de dire aux femmes, vous ne faites pas d'inversion après l'ovulation, il n'y avait aucun studio qui m'aurait laissé faire parce qu'aujourd'hui, tu as encore énormément de profs qui disent que des inversions, tu les fais pas juste le premier jour de tes règles. Mais en fait, quand on connaît toutes les hormones qu'il y a dans le corps et quand on connaît les pathologies de l'infertilité telles que l'endométriose, on sait qu'on ne favorise pas le reflux utérin quand une femme a de l'endométriose. Donc, tout ça, les studios sont pas prêts à l'entendre. Et même aujourd'hui, c'est très technique la façon dont j'enseigne. Donc, je me voyais absolument pas courir les studios pour les convaincre de choses qui les intéressaient pas. D'accord, oui, donc du coup, tu as préféré, enfin voilà, créer tes propres cours avec tes propres élèves, enfin, en Ouais. «indépendante» entre guillemets, louer une salle, je suppose, au départ, et te lancer petit à petit, et au bout d'un moment, quand tu as vu que ça a fonctionné bien et que ton approche, plaisait, tu as quitté ton travail pour te lancer complètement. Exactement. Alors, j'avais vraiment très peu d'élèves au départ. C'était vraiment du bouche à oreille, des filles qui avaient différentes pathologies, des infertilités idiopathiques, donc on ne sait pas expliquer, qui avaient un rythme de vie très soutenu, probablement des sports trop intensifs et du stress oxydatif. Euh, des élèves avec de l'endométriose, Mmh. beaucoup, parce que quand on souffre de douleurs d'endométriose, on se passe vite le mot quand on a trouvé une pratique qui nous soulage. Mmh. Euh, et au fur et à mesure,
ça a commencé à grossir, à avoir des retombées presse, à être un petit peu connu à Paris. Oui, j'ai fait ça très progressivement. OK, c'est super intéressant et donc du coup, après t'être formée au niveau Fertility Yoga 2, dis-moi bien sûr si je me trompe, c'est là que tu as lancé du coup ton studio Fertility Yoga avec ta marque et cetera? Ou enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période-là? Alors, j'avais déjà fait le niveau 1 et j'ai commencé à enseigner de façon, plus médiatisée le fertility yoga avant d'aller faire mon niveau 2. Parce que je me souviens que mon niveau 2, j'étais, enceinte. Alors encore une fois, la différence entre le niveau 1 et le niveau 1, c'est général, c'est le cycle de la femme, les hormones, alors que le niveau 2 est spécialisé, dans les traitements. Donc on appelle ça ART en anglais, Assisted Reproductive Technology. C'est vraiment l'équivalent de la PMA. Et Mmh. donc, il faut comprendre les traitements de l'infertilité. Donc, je suis très souvent sollicitée par des gens qui voudraient que je les forme, mais en fait, tant que vous n'avez pas vécu la PMA, enfin, il faut avoir plus que du don de soi. C'est pas que de la bienveillance. Il faut être disposé à lire le Vidal des traitements médicaux pour comprendre ce qu'un médecin essaye de faire. Alors, sans aucune prétention et se dire médecin, mais comprendre ce que la femme est en train de vivre et la stimulation hormonale qu'elle est en train de vivre pour imaginer l'état dans lequel elle est quand elle se pique le ventre tous les jours. Et donc ça, c'est le niveau 2. C'est le niveau 2 avec Lynn Jensen, qui est la prof qui l'enseigne aux États-Unis et qui a Mmh. écrit notamment un livre Yoga and Fertility. Le niveau 2 est vraiment concentré sur ces différents traitements selon les pathologies féminines de l'infertilité. Euh, D'accord. et donc moi, j'avais déjà lancé le fertility yoga pour être confrontée à plus de pathologies que celles que je n'avais vues avec ma petite clientèle personnelle. Et arriver vraiment équipée et dans les meilleures conditions pour ne pas tout découvrir en teacher training, mais être de nouveau dans un format où avec cette prof, j'irai au maximum de l'enseignement et du transfert, du partage de compétences et de connaissances. Et donc ça, c'était en mai, je pense que c'était en mai 2019, D'accord. donc il y a OK. 2 ans. Oui, donc enfin, c'est pas Et si vieux que j'avais ça finalement. officiellement lancé le fertility yoga en janvier 2019 en France. D'accord, OK. Et donc tu avais, enfin, quand tu dis lancer le fertility yoga, c'est-à-dire avoir ton lieu, proposer des cours vraiment spécifiques fertility yoga. Là, je vois que tu as un shop maintenant avec, voilà, des accessoires, qui permettent aussi de lier à la pratique, j'imagine? Mmh. Alors, en fait, quand je dis lancer, oui, il y avait le studio, mais il y avait aussi, le fait que, bah, il fallait créer une, connaissance, de tout, cette pratique qui existe depuis 30 ans aux États-Unis, mais qui était totalement méconnue en France. Mmh. Et donc ça passait par faire cours aux journalistes, faire cours aux influenceuses, hem, envoyer des dossiers, assez épais d'études scientifiques à des gynécologues parce que tu imagines bien que si tu te présentes à des gynécologues en disant: «Je fais du yoga de l'infertilité», ils vont te regarder en disant: «Oui d'accord, OK super». Donc nous on n'a pas une 15, c'est sympa, mais c'est pas avec tes 3 positions de yoga que tu vas, révolutionner quelque chose qui représente des années de médecine. Et ça, il a vraiment fallu que je fasse un travail avec, beaucoup d'humilité, leur présenter en fait les études qui existent à l'étranger sur le fertility yoga, parce que pas que aux États-Unis, mais aussi même en Italie, Mmh. de par un chercheur qui est aujourd'hui à l'INSERM, Paolo Giacobini, qui a testé l'impact du yoga à différents moments du cycle féminin et comment ça améliore les résultats des FIV. Euh, donc de nouveau pratiques différenciées hein, du fertility yoga, pas la même chose en début de cycle qu'en fin de cycle, avec un dynamisme qui est autre en fin de cycle, beaucoup plus réduit. Et donc créer toute cette connaissance qui n'existait pas en France, donc rencontrer tout le monde, rencontrer les rédactrices chefs des magazines, se faire connaître auprès des influenceuses, se faire connaître auprès de son voisinage, des médecins de son voisinage. Enfin, voilà, un gros travail d'évangélisation sur la pratique et bien expliquer qu'elle avait rien d'ésotérique et qu'il y avait des études qui étaient derrière elle. Et les premières élèves, donc à partir de janvier 2019, mais alors se poussaient à la porte. J'avais même pas anticipé à quel point le succès serait fulgurant et du coup les réservations étaient encore par groupe WhatsApp. Et c'était à mourir de rire, parce que je me souviens de cette effervescence où dès qu'il y en avait une qui annulait et qui disait dans le groupe WhatsApp à des centaines de filles
bah, je vais libérer ma place, il y en a une qui le veut. En fait, je recevais 50 messages en même temps de filles qui se battaient pour une place disponible. Donc c'était vraiment la folie, énormément de grossesses qui ont suivi pour des choses qui sont somme toute assez logiques, hein. Si tu mets ton corps à rude épreuve, il va pas penser que c'est le mois où il faut se reproduire et donc le dérèglement hormonal va en résulter, Mmh. et du moins sur les hormones féminines. Et, euh, et donc janvier 2019, mai 2019, deuxième niveau de mon dernier niveau de mon euh, training de fertility yoga. Et depuis, j'enseigne donc dans mon studio parisien. Et là, on est en 2021. Donc, ma petite fille a 1 an et demi. Je suis tombée enceinte pendant que je l'enseignais. Donc, je suis tombée enceinte naturellement. Mmh. Et effectivement, on lance une gamme d'accessoires parce que comme j'enseigne à énormément de femmes qui sont en désir de maternité, mais pas que, hein, endométriose, c'est aussi pour soulager des douleurs. Et ben, on essaye de retirer tous les plastiques et tous les microplastiques qu'il peut y avoir dans notre environnement. Donc, bah, tout simplement, les bolsters de yoga que tout le monde connaît sont remplis de polyester. Donc, c'est juste pas possible. Enfin, dans un foyer normal, il y a 20 kilos de poussière par an. Sur ces 20 kilos de poussière que vous nettoyez, hein, comme tout le monde chez soi, et ben, il y en a 6 qui sont des poussières de microplastiques. D'accord. Un tiers de ce que vous respirez en termes de poussière chez vous, c'est du plastique. Donc, vous imaginez bien que les microplastiques dans les poumons, bah, ça va faire des dérèglements aussi. Mmh. Donc, on essaye de dire, bah oui, nous, on travaille pas avec des coussins qui sont des coussins, des bolsters type comme on aurait au yoga. Nous, on va travailler avec des coussins qui sont plus des coussins entre le bolster et le coussin de grossesse. Et ces coussins-là, eux, sont remplis encore pire de billes de polystyrène. D'accord. Euh, et donc, on essaye de retirer tout ça. Donc, on a créé un sac de yoga bio. On est en train de faire un, un coussin de pratique avec des billes qui sont végétales. Il n'y a qu'une seule société au monde qui le propose. Elle est au Royaume-Uni. Avec le Mmh. Brexit, c'est pas facile de mettre ça Oui. en place. Mais voilà, on avance pour que les femmes prennent conscience qu'en fait, il ne s'agit pas de 2, 3 positions de yoga qui vont faire un miracle sur leur fertilité, mais qu'il y a beaucoup à faire dans leur environnement aussi. D'accord, bah, c'est vraiment super. Je suis vraiment ravie de t'accueillir là pour en parler parce que, je trouve que c'est hyper, hyper intéressant. Et je sais que tu as aussi, sorti un livre. Est-ce que Ouais. tu peux nous en parler? Quand est-ce que ça a été et pourquoi, tu as voulu, écrire quelque chose? Qu'est-ce que ça contient et cetera? Mhm. Alors, moi, quand j'ai sorti mes premiers contenus digitaux, qui étaient bien avant le confinement, bah, c'était l'été 2019 d'ailleurs, après 6 mois de cours qui avaient fait un énorme carton. Je voulais me reposer un petit peu, donc je ne faisais pas cours pendant que j'étais enceinte pendant mon 6e mois, pendant les vacances d'été. D'accord. Mais je voulais accompagner mes élèves, et donc j'avais sorti une petite vidéo et un e-book, donc tout ça digital, euh, sur la seconde partie du cycle et sur l'alimentation de façon globale. Et en fait, j'ai toujours eu énormément de retenue à écrire sur la première partie du cycle parce que, en fait, j'aurais pu le faire. Ce serait aussi bien vendu, mais j'ai pas du tout une approche mercantile de la chose parce que je me sens trop responsable vis-à-vis des élèves qui ont de l'endométriose. J'ai passé tellement longtemps à me former à cette maladie que c'est des élèves pour lesquels il faut bien comprendre que la pathologie est hypersensible à certains types d'hormones. Et si vous avez une pratique qui est dynamique, comme le yoga des hormones ou selon les séquences que je fais de Fertility Yoga 1, ça peut susciter des graves douleurs quand on a de l'endométriose. Et puis surtout, participer à la flambée de l'endométriose et de la propagation de la maladie. Donc j'ai toujours eu beaucoup de retenue à écrire et à produire du contenu sur la partie Fertility Yoga 1, sur la première partie du cycle avant l'ovulation. Et donc, oui, il y avait du contenu digital qui existait et j'ai mis du temps à accepter. Donc, j'ai été sollicitée par plusieurs maisons d'édition, de la très grosse à la très petite, et j'ai mis du temps à accepter qu'il y ait un livre sur le Fertility Yoga, en tout cas la façon dont moi je l'enseigne, sorte, parce que cette partie Fertility Yoga 1, quand il y a de l'endométriose, elle n'est jamais située au même endroit, et je voulais pas je voulais pas être responsable d'une quelconque douleur chez ces femmes-là. C'est quand même une femme sur 10, donc potentiellement ça pouvait faire plus de mal que de bien.
Oui et puis aujourd'hui, on voit que c'est peut-être même plus qu'une femme sur 10 parce qu'elle commence à de plus en plus, se faire, dépister ou détecter, alors Ouais. qu'avant on n'avait pas, justement cette connaissance de la maladie. Mais, c'est aussi, super que tu puisses, les accompagner grâce à, voilà, tout ce que tu as appris et je comprends effectivement que du coup comme, si j'ai bien compris le cycle 1, c'est une pratique dynamique que tu ne favorises pas pour Ouais. l'endométriose, tu as eu du mal à en parler, enfin, à vouloir en tout cas écrire dessus. Et du coup, comment ça s'est fait ce livre-là? Quel a été le déclic, de dire: «Ben, OK, bah, Et j'y ben, vais j'ai quand même»? choisi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi surtout la maison d'édition qui avait l'habitude d'écrire des livres, de médecine, et qui était OK. en train de se diversifier. Donc j'ai pas choisi la plus grosse, celle qui avait tu vois, le plus gros réseau de distribution ou qui allait avoir dans les rapports de force avec les distributeurs comme la Fnac ou Amazon, Mmh être mh. un peu plus écoutée et vendre plus en quantité. Mmh. Je suis allée vers celle qui a l'habitude de sortir des livres sur le bien-être, enfin des livres de médecine à l'origine et puis sur le bien-être, aujourd'hui quand ils agrandissent leur bibliothèque. Et je leur ai dit très clairement qu'en fait, ce qu'il fallait, c'est que le livre, ce soit pour moitié des témoignages et que ce soit pas que moi et ma pratique, c'est qu'il faut que les femmes parlent aux femmes. Il faut que les femmes, elles osent dire quand ça va pas. Moi, je le disais à personne quand j'étais en parcours d'infertilité. Je disais Oui. juste que j'avais des petits tracas de santé. Mais je racontais pas les choses. Et donc, moi, ce qui était essentiel pour moi, c'est que les femmes acceptent de témoigner, donc mes anciennes élèves. Donc, sur 210 pages de livre, il y a 80 pages de témoignages. OK. Je sais qu'il y a plusieurs personnes quand ils l'ont reçu qui étaient surprises et qui pensaient qu'elles auraient que de la pratique, des explications de la pratique, ma méthodologie, le contenu. Bah non, ça je le fais pas parce que encore une fois, enfin, j'ai beaucoup trop de précautions vis-à-vis des personnes atteintes d'endométriose. Il y a des positions, donc il y a une séquence de fertility yoga 1 qui est vraiment débutante, donc j'ai Mmh pas mh. voulu rentrer dans le trop dynamique sur le papier. Deux pratiques de fertility yoga 2, des cours de yoga prénatal. Donc moi, je n'enseigne le prénatal qu'à partir du deuxième trimestre. Alors chacun fait bien ce qui lui plaît. Il y a plein de profs qui disent qu'à partir de 6 semaines de grossesse, on peut passer au prénatal. Moi, j'ai en face de moi que des femmes dont les grossesses sont extrêmement précieuses et très désirées et qui ont été vraiment pas facile à arriver, donc je prends toutes les précautions pour leur dire le premier trimestre, on reste calme, on pratique, mais on pratique très doucement, on attend sa première échographie, et ensuite on passe au prénatal. Et donc il y a deux cours imagés de prénatal dans le livre, un du second trimestre, un du troisième trimestre de grossesse, des témoignages de médecins, un médecin qui préface mon livre, donc l'ancien directeur d'un centre de PMA. OK. Il y a des médecins autres qui témoignent dans le livre, donc 3 femmes, une qui est gynécologue, une euh, qui est généraliste obstétricienne, mais qui fait aujourd'hui beaucoup d'acupuncture de l'infertilité, et une dernière qui est dermatologue, que j'aime énormément, qui est quelqu'un qui a beaucoup, enfin qui a eu un impact énorme sur le fait, par exemple, aujourd'hui de développer des produits sans plastique. Euh, pour notre pratique, c'est la fondatrice d'une marque de cosmétiques bio et sans perturbateurs endocriniens, parce qu'on ne peut pas penser fertilité sans penser perturbateurs endocriniens. Mmh. Et cette marque, c'est une marque qui contribue au, qui participe aux retraites de yoga que j'organise dans le sud-ouest à Biarritz, et c'est la marque Alaena. Et sa D'accord. fondatrice est une dermatologue qui a eu 3 filles et qui en a eu marre de prescrire des crèmes anti-eczéma, mais qui par ailleurs sont bourrées de perturbateurs endocriniens. Oui, d'accord. Et donc elle a développé sa propre gamme à base de graines germées. Enfin, c'est un gros travail. Et elle vient parler des perturbateurs endocriniens qu'il y a dans les cosmétiques. Parce que, bon, alors je les citerai pas, mais il y a plein de crèmes qui ne le valent pas bien. Et, On a bien parce que, compris. voilà, et qui vont vous faire un joli marketing avec des jolis packaging tout verts, mais qui à l'intérieur ne savent pas ou ne veulent pas encore utiliser par exemple des conservateurs qui ne soient pas un perturbateur endocrinien, parce que ça coûte trop cher et parce que bah, ça fait que peut-être que la crème elle sera moins stable dans la durée, et donc ça se vendra moins bien si elle tourne. Mais, euh, mais donc voilà, il faut choisir à un moment sa santé. Et donc, nous, on a créé les retraites avec cette personne-là. Et elle écrit dans le livre et elle explique tout son travail, tout son cheminement
pour passer de la dermato qu'elle était à une dermato qui fait très, très, très attention aux reprotoxiques dans sa clientèle féminine. OK, c'est vraiment super, et donc ce livre, il est sorti, quand? Il est sorti il y a 5 mois, un peu moins de 6 mois, ça fait pas encore 6 mois, en janvier de cette année, en janvier, 2021, avant notre troisième confinement d'avril. Oui. Et les studios étaient fermés, donc pour faire la promotion du livre et organiser des événements de yoga, ça s'est pas du tout fait. Donc moi, je suis très fataliste, les choses sont ce qu'elles sont. De toute façon, un livre, il faut vendre le Goncourt de l'année pour en vivre. Donc moi, j'avais pas cette obsession du livre. Je voulais que les témoignages parlent aux femmes et rassurent les femmes. Et donc, il est sorti il y a moins de 6 mois. Et on a eu des super retours dessus parce que c'est très facile de s'identifier et de comprendre ce que les femmes qui ont des problématiques hormonales vivent au travers de leurs témoignages. Mmh. Ouais, il a l'air vraiment, super, et moi j'ai vu le lancement, et c'est aussi comme grâce à ce livre d'ailleurs que j'ai connu ton compte et que j'ai eu envie de t'interviewer, donc finalement c'est que la communication a pu se faire quand même, donc c'est très, très bien. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'autres projets que tu as pour l'avenir avec Fertility Yoga, avec, enfin voilà, tes projets, en lien avec le yoga, mais pas que? Alors, on en a vraiment deux, hein. Il y a un projet qui a déjà été lancé qui sont les retraites. Donc, moi, j'appelle pas ça des retraites de yoga. C'est absolument pas des stages de yoga. Ça n'a rien d'intense. Je le conçois pas du tout comme ça. C'est plus un week-end holistique où justement au Pays Basque, parce que la marque sans reprotoxique à l'AENA est basée euh, à Biarritz. Et puis moi j'ai ma famille qui est au Pays Basque, donc j'ai une forte attache. Mais en fait, notre problématique à développer plus les retraites, par exemple, si on voulait les développer ailleurs, c'est que soit j'y vais avec des produits à l'AENA, mais sans les fondatrices, parce que vous ne pouvez pas les rencontrer, parce que mes retraites sont toutes au Pays Basque, et là, vous les rencontrez parce qu'elles sont sur place. Ou alors, si je le fais plus loin, il faut que j'arrive à faire le tri de toutes les marques de cosmétiques qui existent et qui valent la peine d'être mises en avant et qui ont la même démarche. Pour le moment, j'en ai pas trouvé. Et moi, si je suis pas, encore une fois, c'est mon côté cartésienne et bon petit soldat, si je suis pas sûre de moi, si je suis pas certaine que ça fera pas de mal, eh ben, je le mets pas en avant. Donc, pour le moment, les week-ends holistiques, ça reste au Pays Basque. Nos deux autres projets, c'est, tu l'as compris, c'est les accessoires de yoga. Retirer Mmh. les plastiques dans les accessoires de yoga, faire connaître les composants alternatifs. Donc on commence à en parler, mais ça coûte cher. Donc c'est un travail, un chantier au long cours. Les équipementiers et les marques de vêtements de yoga le savent. Voilà, polyamide, viscose, faut arrêter. Et donc ils savent très bien que un bon substitut, c'est le bambou, mais il y a différentes façons de traiter le bambou et c'est pas encore à une échelle suffisamment industrielle. Et le bambou, on le sait tous, ça pousse très facilement. C'est pas comme le coton qui a besoin d'une quantité d'eau assez folle. Le bambou pousse très facilement, mais la façon de traiter le bambou est pas toujours très éco-friendly dans la façon dont on extrait les fibres pour les tisser. D'accord. Donc ça, c'est un grand chantier parce que comme aujourd'hui, il y a une prise de conscience et environnementale, mais aussi une responsabilité sociétale vis-à-vis de l'humain, mais pas que des femmes. Je pense que progressivement, on glissera vers des vêtements de yoga plus vertueux. Donc Mmh. ça, je suis assez actrice là-dessus et maintenant que j'ai une petite fille, évidemment, je veux qu'elle vive dans un autre monde que celui du plastique. Mmh. Et notre chantier qui va être projet à assez court terme, c'est que là, on est en juin, tu vois, en septembre, on ira enseigner un jour par semaine à Londres. Donc là, ma plateforme de yoga, Fertility Yoga TV, Mmh. sur lesquels on peut suivre les cours à distance, va s'internationaliser. Aujourd'hui, il y avait un contenu qui était que francophone, et comme j'enseignerai en présentiel à Londres un jour par semaine, eh ben, notre plateforme proposera aussi des cours de fertility yoga en anglais. D'accord, et donc toi, tu es, hyper à l'aise, bilingue, pour enseigner tes cours, tu pas de souci avec ça en tout cas? Bah non, parce que j'ai fait mes études à l'étranger, donc Oui. c'était pas un sujet. Bah, c'est super en tout cas, et donc du coup, il y aura à la fois du présentiel et du online en fait?
Exactement. Toujours du présentiel et je me rends compte avec beaucoup de surprises, mais néanmoins de bonheur, que les élèves sont à l'aise à pratiquer plus en ligne et revenir pour des petits correctifs, revenir pour un meilleur placement, mais elles ont pris l'habitude de pratiquer en ligne avec le confinement. Bon, je pense que tout le monde a un peu changé son mode de vie. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis au digital ou au télétravail. Pour mon yoga, en tout cas, ça m'a permis avec la plateforme qui a été mise en place pendant le confinement, Fertility Yoga TV, de proposer des cours à distance. Et aujourd'hui, on est en train de les enrichir. Donc, il n'y a plus que mes cours. Il y a des chefs qui proposent une alimentation saine sur la plateforme. Il y a des psys qui font des courtes vidéos pour expliquer le mental au moment des traitements de l'infertilité, des méditations d'autrices sur le sujet voilà, des hormones et des émotions liées aux hormones. On a même un yoga du visage qui arrive sur la plateforme parce que, on le sait toutes, au moment de fin de cycle, on est plus tendance aux petites imperfections. Et quand on fait des traitements hormonaux, surtout, on a voilà, beaucoup d'imperfections cutanées qui sont liées aux hormones et comment on fait pour drainer un petit peu tout ça en fonction, selon la période où on est dans son cycle. Mmh. La plateforme s'enrichit de tous ces contenus en français qu'on va répliquer en anglais l'année prochaine. OK, super. Donc là, après, ce sera ouvert au monde entier, ça sera vraiment génial. Ouais. OK et donc du coup, tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était quand même un questionnement pour l'instant. C'est pas un projet de former, des personnes parce qu'effectivement pour toi, il faut vraiment que ces personnes aient pu vivre aussi, ces étapes pour pouvoir, justement, l'enseigner. Ouais. Mais alors qu'elle l'ait vécu, mais il y a différentes façons de vivre la PMA. Tu sais, il y a des personnes qui le vivent de façon très détachée et qui acceptent une ordonnance d'un médecin et qui se posent pas la question de ce que ça va faire et elles fondent tous leurs Mmh. espoirs sur ces traitements hormonaux. Et d'autres qui ont besoin de se rapprocher de leur corps et c'est souvent celles qui ont eu déjà la démarche de suivre mes cours. Mais il me semble que c'est effectivement un prérequis pour pouvoir enseigner. Mais ça correspond bien à ce que je disais plus tôt. Moi, je suis pas capable d'enseigner quelque chose que je comprends pas. Mmh. Et l'infertilité, c'est quand on n'a pas été touché d'infertilité, imaginez la dureté de la situation, c'est probablement inconcevable à l'esprit. Mmh mh. Oui, oui, je te rejoins là-dessus et donc du coup, ça pourrait être potentiellement, à terme, des personnes qui suivent tes cours, qui comprennent ce cheminement-là, qui ont potentiellement vécu une infertilité, qui pourraient, toi, tu aurais envie, en fait, de former des nouvelles personnes pour peut-être, agrandir aussi Fertility Yoga et Alors c'est une très bonne question. Effectivement, c'est un des axes de réflexion des anciennes élèves. Alors elles n'ont pas toutes envie de se reconvertir en prof de yoga. Il y a une appétence de ma part qui est très 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 forte pour la lecture de toutes ces études scientifiques et me tenir à jour. Mais ça, c'est mon ancien métier, hein. Je suis avocate de formation, donc lire, lire, lire et relire des publications, donc à l'époque étaient juridiques, aujourd'hui c'est des publications scientifiques sur l'équilibre hormonal. C'est pas quelque chose qui m'est désagréable ou inconfortable. Enfin, ça mmh, ne me dérange pas de lire comme ça des pavés pour voir ce qui s'est passé durant les études, le nombre de participantes. Je ne suis pas certaine que ça intéresse tout le monde. Il y a des gens qui ont juste envie de faire du yoga. Donc, la, ça peut être un axe. Autre sujet, c'est qu'en France, on a quand même une limitation par le code du sport. Donc, le ministère des Sports a mis en place une codification sur les formations et le yoga n'existe pas auprès du ministère des Sports. Ce n'est pas une formation mmh, réglementée. Donc, il n'y a ouais, pas un diplôme qui fait foi, il n'y a pas une fédération qui fait foi. ouais. Et si je veux que les élèves atteints d'endométriose puissent être remboursés parce que leur maladie est sur le point d'être qualifiée d'affection de longue durée, donc ça Mmh, c'est une typologie de maladie selon le code de la sécurité sociale, les gens qui sont atteints d'affection de longue durée, ce type de maladie-là, peuvent recevoir du sport sur ordonnance mmh. et donc se voir rembourser les, les pratiques, les cours. Mais ça m'a nécessité, moi, d'aller refaire un complément de formation. Donc, tout à l'heure, tu m'as posé la question sur la formation de yoga. Et c'est vrai que j'ai complètement occulté la formation de coach que je viens de me bouffer pendant 1 an et qui a été extrêmement difficile pour moi à tenir en même temps que le rythme de mes enseignements, en même temps que les confinements, et qui nécessite, en plus de ce diplôme de coach d'animateur d'État, de rajouter une spécialité donc APA, qui s'appelle activité physique adaptée,
Et en France, on fait les choses bien. C'est un diplôme complémentaire pour les personnes qui refont du sport après un cancer, pour les personnes atteintes d'obésité ou de cholestérol. Enfin, c'est très spécifique aux pathologies de longue durée. Mmh. Et pour que le fertility yoga soit remboursé, il faut avoir non pas une pratique qui est reconnue, mais un diplôme qui est reconnu. Et si je Mmh. voulais former des personnes, il faudrait que je les forme toutes et à ma pratique et à ce diplôme d'État, donc de coach spécialisé en affection de longue durée. Donc ça fait beaucoup de De critères formation. de formation. Et donc on ne serait pas sur les teacher training comme on connaît de 200 Mmh. heures ou 500 heures, on serait sur quelque chose qui représente sûrement 1500 heures. Mais après, ça peut être une vocation et quand tu trouveras des personnes qui vraiment s'impliqueront comme ça, c'est que vraiment c'est leur vocation et qu'elles ont envie elles ou ils ont envie de Ouais. faire ça de leur Bah, métier et parce de leur que vie. c'est sûr que, par conséquent, tu imagines bien que s'il faut mettre en critères préalables que ces femmes aient en plus suivi mes cours avant, durant leur propre parcours d'infertilité et que derrière elles fassent 1500 heures de formation, la pool de candidates, tu vois, le nombre de Oui, candidates se retrouve drastiquement réduit. c'est sûr. Mais bon, au moins, enfin, t'auras peut-être même pas besoin de faire trop de choix de candidature parce que finalement, Oui, elles seront présélectionnées grâce à ça. oui. Est-ce que, du coup, tu avais envie de rajouter quelque chose, peut-être un message que tu avais envie de faire passer pour terminer cet épisode, ou peut-être une question que j'ai oublié de te poser et que voilà, tu avais envie de développer? En fait, moi, j'ai souvent entendu des femmes dire: ouh là là, le fertility yoga, c'est pas pour moi, j'essaye pas de tomber enceinte. Alors même que c'est des femmes qui vont avoir, par exemple, un syndrome prémenstruel fort, tu vois, des Mmh. humeurs avant leurs règles, qui vont avoir des petits boutons avant leurs règles, qui sont globalement ballonnés à cette période-là. En fait, moi, j'ai envie de démocratiser ce fertility yoga pour expliquer que la fertilité, ça ne veut pas dire tomber enceinte. Mmh. Ça, c'est la maternité. La fertilité, c'est la capacité à tomber enceinte. Et concrètement, en français, d'ailleurs, ça s'appelle pas fertilité, ça c'est un anglicisme, ça s'appelle fécondité. Et le fait d'être Mmh. féconde, c'est que ton corps soit capable. Et en fait, toutes les choses qu'on fait dans notre quotidien, peut-être sans s'en rendre compte, peuvent directement impacter cet équilibre assez subtil des hormones. Mmh mh. Et, il ne devrait pas y avoir l'étiquette de je fais du fertility yoga pour tomber enceinte, mais à destination des femmes qui écouteront ce podcast, c'est se poser la question de quelles sont les toutes petites actions, pas nécessairement que mon cours de fertility yoga, mais toutes ces choses que vous pouvez faire pour vous soucier de ces hormones, parce que les hormones, c'est vital en fait pour la vie de la femme. Et malheureusement, on en prend conscience que quand il y a quelque chose qui va mal. Voilà. Mmh. Donc, ça, c'est une des vidéos qui est visionnable enfin voilà, en libre accès sans être abonné à ma plateforme. Elle est aussi sur mon Instagram et aussi sur YouTube. C'est l'interview du directeur de l'hôpital, donc de la PHP, hein, l'hôpital Mmh. public de Paris, le directeur du service de fertilité de l'hôpital Béclair, D'accord. le docteur Michael Greenberg, qui nous dit en off, après l'interview, en fait, c'est pas à moi de refaire l'éducation des femmes quand elles arrivent en consultation parce que quelque chose ne va pas. Je ne devrais pas avoir à vous apprendre comment fonctionne votre corps. C'est le vôtre. Vous avez des cycles depuis votre première règle jusqu'à ce que vous venez me voir en consultation. Et vous espérez au moment où vous me consultez que j'aille vous révolutionner votre conception de voilà, de votre équilibre hormonal, que je vous donne toutes les infos. Mais en fait, les femmes, vous manquez cruellement de curiosité à cet égard-là. Mmh. Et c'est dommage parce que pas plus tard qu'il y a un an, j'entendais encore une pub pour une marque extrêmement connue de serviettes hygiéniques qui disait on a tout mieux à faire que se préoccuper de nos règles. Et Oui. malheureusement, les règles, c'est un indicateur fort d'équilibre hormonal. Oui, oui et puis c'est vrai que du coup, Alors voilà, si c'est mon on petit suit conseil. si Prenez on soin de suit vous et si posez-vous on les suit bonnes pas questions. c'est sûr et puis on a besoin de suivre son cycle pour savoir comment notre corps fonctionne donc potentiellement, tout le cycle mais aussi du coup pendant ses règles donc je te rejoins là-dessus.
Je te remercie beaucoup pour ces mots et pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais c'est déjà hyper enrichissant. Et peut-être qu'on se retrouvera pour un autre épisode un jour pour que tu en parles encore plus en détail et que tu nous dises où on est aujourd'hui Fertility Yoga. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Alexandre, merci à toi. Au revoir. Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter.